aujourd'hui, dans l'invité, nous allons parler de la prévention routière avec Majid Aleg. Bonjour. Bonjour. Vous avez été victime d'un accident de moto en 2006. Depuis, vous battez justement pour lutter contre les incivilités sur la route. Vous faites beaucoup de prévention, notamment avec les gendarmes et les policiers yvelinois. On va en parler. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous dire comment votre vie a basculé ce 20 novembre 2006, peu après 6 h du matin? Oui, il était exactement 6h34 du matin. Et en fait, je me suis fait renverser par une camionnette qui m'a refusé le tourne à gauche. J'étais prioritaire, il aurait dû me contourner par l'arrière. Et en fait, il m'a pris plein face. Le fait de me prendre plein face, je suis passé sous la camionnette. Et quand j'ai repris mes esprits, j'étais sous la camionnette. J'imagine que sur le coup, on ne se rend pas compte. Non, ça va tellement vite. J'ai pas bien compris ce qui m'arrivait. J'ai vu un panneau blanc qui était la couleur de la camionnette et après j'ai été pris en charge très rapidement par les pompiers. Ce qui a fait qu'ils ont mis 1h30 pour me désincarcérer. Et à partir de là, ma vie a changé parce que là, j'étais amené dans un hôpital, à l'hôpital Beaujon à Clichy, où j'ai subi une première opération de 16 heures. Et après 16 heures, mon chirurgien est venu me voir pour m'expliquer un peu les dégâts qu'il y avait. C'est un petit choc, hein, c'est 20 km/h, mais à moto contre une camionnette, le rapport poids-puissance, il est énorme. Et là-dessus, j'ai été pris en charge pendant 19 jours en réanimation avec tout ce que ça comporte, morphine, transfusion. Le bilan, ça a été vertèbre C1, C2, l'odontoïde, on m'en tire la rate. J'ai une fracture de l'humérus ouverte. J'avais un tendon à la main qui était coupé, ma main ne fonctionnait plus. Double fracture du fémur, vous voyez, c'est quand même lourd. J'avais le pronostic vital engagé. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là, quand on sait que le combat va être long? On ne le perçoit pas tout de suite. C'est au fur et à mesure où la morphine ne fait plus son effet, parce qu'on est dans un état de rêve en fait. Hein. J'avais beaucoup de mal à mettre des images sur des visages, j'entendais des voix, mais il y a des moments où je ne savais plus si j'étais mort ou vivant. On n'a plus la perception. C'est en fin des 19 jours où on vous redescend la morphine, où là on vous dit que vous allez partir dans un centre de rééducation parce que vous, dans votre tête, vous pensez que vous allez repartir chez vous. Et en fait, les réparations, c'est pas que sur la table d'opération. Derrière, il faut réparer le corps. Et le corps, on le répare en rééducation. Et là, je suis resté dans un centre à Rosny-sur-Seine, où je suis resté pendant 1 an. Vous le dites souvent, c'est une reconstruction physique, psychologique et financière. Financière, psychologique. En fait, toutes les données qui font que notre petite vie de tous les jours, elle est perturbée par le fait que vous êtes pris en charge comme un bébé. Et les assurances vont s'occuper, si vous êtes assuré, vous avez roulé dans un cadre réglementaire de tout ce qui concerne les réparations. Alors après, il y a les réparations physiques qui sont les plus longues en fait. Hein. Financières, on arrive toujours à se débrouiller. Mais la difficulté surtout, c'est de s'apercevoir que tout le pseudo-monde qu'on a mis, les pseudo-amis qu'on avait autour de soi ont disparu. Parce que on n'a plus envie de voir les gens dans cet état-là. Il y a peut-être une peur qui fait que. Et en fait, il faut combattre avec sa famille les plus proches. Et pour moi, c'était ma maman et mes enfants. Hein. J'ai plus mon papa. Et après, on a ça comme carte pour pouvoir essayer de s'en sortir. Et bien sûr, tous les gens hospitaliers, que ce soit de la balayeuse, où on va essayer d'attraper un sourire, parce qu'on est dans le besoin de pouvoir parler, de s'exprimer. Et on a besoin des autres surtout. Que diriez-vous finalement avec du recul? Est-ce que vous avez l'impression que le défaut sur la route, c'est qu'on a l'impression d'être intouchable et que ça n'arrive qu'aux autres? C'est ça, on est toujours sur les accidents de petits parcours, des chemins habituels où le cerveau a enregistré le fait de se déplacer en toute sécurité. Et le jour où, moi c'était mon cas, hein, et le jour où la camionnette, je ne pouvais pas m'attendre qu'elle me coupe la route. Et en fait, c'était pas sur des longues routes, c'est pas sur un long parcours, je venais de dormir, je me réveillais, vous voyez, toutes les conditions, il n'y avait pas de fatigue en fait. Et on essaye déjà de leur faire respecter la seule chose qui régit le fait de circuler ensemble, c'est le code de la route. Alors, ils ne sont pas parfaits, on n'atteint jamais le summum. Mais si les gens, déjà, le premier travail à faire, c'était de temps en temps de réouvrir, de faire une mise à jour, que pas sur son ordinateur, mais aussi son cerveau par rapport à ça, ça serait important. Ensuite, je dirais à mes amis motards, quand ils circulent sur la voie publique, d'être équipés. Alors l'équipement, c'est sûr que ça a un coût. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais entre le coût de la vie,
le coût de la reconstruction, le travail qu'il faut y mettre. Quand on est vraiment bien équipé, c'est vraiment important. C'est le message que vous passez, je le rappelle, maintenant vous êtes bénévole, vous allez à la rencontre des automobilistes, des deux roues, tout cela avec la gendarmerie nationale et la police nationale, mais aussi au tribunal, vous passez ces messages en boucle, vous avez l'impression d'être entendu. Alors c'est pas quantitatif, il est bien évident que selon l'âge, selon les personnes qu'on a en face de nous, le message n'est toujours pas perçu. Mais souvent, pour détailler par où je suis passé, parce que je rentre dans les détails, les gens sont surpris par méconnaissance de cette prise en charge qui comme je dis, pour être plus léger, on est pris comme un bébé, c'est-à-dire qu'on va tout réapprendre. Et souvent, ils viennent après nos interventions pour nous serrer la main, nous remercier. Et on va dire que 3 personnes sur 6 ont entendu ce jour-là le message. Après, il y a toujours les gens qui ne veulent pas entendre parce qu'ils pensent que c'est cela les plus dangereux. Il peut rien m'arriver, je maîtrise. Mais ils ne pensent pas une seconde qu'en circulant sur la voie publique, derrière, il y a leur vie de leur famille et aussi la vie de tous les gens qui circulent aussi sur la voie publique. Majid Alel, pour finir, est-ce que c'est important aussi pour vous, pour votre travail sur vous-même après ce drame? Vous avez été victime d'un accident, j'imagine que ça marque une vie, c'est important de passer ce message et peut-être de sauver des vies en passant ces messages. Ensemble, on peut toujours sauver des vies. Et il est bien évident que ce genre de message, la mauvaise ou la bonne expérience que j'ai eue, les gens que ça m'a amené à rencontrer, psychologiquement m'ont aidé. Et l'être humain, l'espèce humaine ne peut rien faire tout seul. On a toujours besoin de quelqu'un pour s'aider dans quoi que ce soit. Après, voilà, dans des situations où on est vraiment, on a besoin on ne peut pas le faire, on est en demande. Et quand on appuie sur le bon bouton, que les gens viennent vous voir sans aucun intérêt, ça fait grandir, ça fait relativiser. Et en fait, aujourd'hui, l'accident m'a amené à faire de la sécurité routière. Et les gens que j'essaye de faire comprendre mon message, après, ils deviennent mes ambassadeurs, en fait. Parce que, alors souvent les petits, moi j'aime bien travailler avec les petits, c'est des éponges, ils en parlent le soir à la maison, et donc on les voit dans les écoles, et il est bien évident que tout ce travail-là, il est gratifiant, parce que demain, c'est eux qui feront le pays où on vit. C'est important qu'ils ne soient pas handicapés, qui ne se tuent pas sur la route, et ça passe par le respect du code de la route. Une chaîne de vie et de témoignages. Merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience avec nous. Merci beaucoup. Je vous dirais juste une dernière chose. L'espace, la voie publique, ce n'est pas un espace de liberté. C'est quelque chose qu'il faut partager. Et surtout, ne pas se retrouver à l'hôpital dans les conditions où j'ai été. Parce que derrière, il y a des drames. Moi, je ne m'en suis pas trop mal sorti, malgré que je vais avec des appareillages. Mais le drame, c'est la mort. Et ce n'est pas dans l'ordre des choses d'avoir une fourchette des 15-25 qui malheureusement se tue parce que je ne pense pas que ça peut m'arriver. Merci pour ce message. C'est moi qui vous remercie. Et on va regarder tout de suite quelques images de ce contrôle routier ici entre Rocancourt et Noisy-le-Roi.